L'hebdo-show Algérie se poursuit, mesdames et messieurs, toujours avec l'entretien qu'a accordé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la presse nationale. On passe à présent au volet international. Le président de la République est longuement revenu sur la visite du pape Léon XIV en Algérie, une visite pontificale qui a brisé un mythe entretenu par l'ancien colonisateur qui prétendait avoir créé l'Algérie. Oui, parce que, rappelez-vous, le président Emmanuel Macron nous disait, en s'interrogeant d'une manière assez tordue, que peut-être que l'Algérie aurait été créée en 1830 avec l'occupation française. Les Français, lorsqu'ils sont venus en Algérie, ils ont trouvé des palais, ils ont trouvé des jardins, des hammams, des maisons, des bijoux, etc. Et le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé qu'effectivement, les colonisateurs ont toujours tenu ce mythe de mission civilisatrice. Le pape Léon XIV, en visite en Algérie le 13 et 14 avril 2026, il a dit une déclaration, il a fait une déclaration à la mosquée Jam' al-Kabir, en disant que l'Algérie est un grand pays avec une longue histoire riche en traditions remontant à Saint-Augustin et bien avant. Saint-Augustin, c'est le IVe siècle. Et Saint-Augustin, il a appris où? Il a étudié à Tarest, ce Gharas, il a étudié à Daourouch, Mador, et à Mador, ça veut dire il y a 15 siècles, il y avait la plus grande université d'Afrique et l'une des plus anciennes au monde. Et dans cette région de Mador, il y avait des écoles, il y avait des livres, il y avait des bibliothèques, etc. La France ou la Gaule, etc., au IVe siècle, comment elle était? Ou peut-être d'autres pays européens. Et donc c'est un bon rappel parce que la Numidie était très forte à l'époque, 2 siècles à 3 siècles avant Jésus-Christ. Massinissa, Messipa, Jugurtha avaient des palais, avaient des cavaleries, avaient des armées, etc. Et donc c'est un bon rappel à faire à ceux qui ont tendance à oublier, ceux qui ont tendance à réduire la civilisation, ce qu'ils appellent la civilisation judéo-chrétienne, et à réduire aussi la civilisation au monde occidental. Cette visite du pape Léon XIV, le président Abdelmadjid Tebboune a remercié le pape d'être venu, et le président a rappelé que cette visite a levé les équivoques en remplaçant l'Algérie dans sa sphère naturelle réelle, un pays méditerranéen ouvert à toutes les cultures et à toutes les religions. Juste une précision, tu as amputé la visite d'une journée, c'est le 13, 14 et le 15. Et le 15, absolument, 2026. Absolument, je crois que Faisal a bien résumé les choses. Il y a eu même des voix en France qui se sont interrogées sur le pourquoi de cette visite en Algérie. Oui. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on dénie au chef de l'État du Vatican la capacité, la volonté, puis la décision de visiter un pays comme l'Algérie. C'est ahurissant. Emmanuel Macron, Omar, a visité le pape à Rome 2 jours ou 3 jours avant la visite en Algérie. On avait l'impression qu'il voulait un peu Je crois que ces déclarations à Alger ont balayé d'un coup de langue toutes les supputations que tu viens d'évoquer. Kamal Mensari, peut-être de là, bon, pour répondre sur l'aspect historique, sur le fait que les Français pensent avoir créé, enfin prétendent avoir créé l'Algérie, quand on revient à la déclaration du 1er novembre, dans la première ligne qu'on lit, l'objectif c'est la restauration de l'État algérien, restaurer. C'est-à-dire l'État algérien existait bel et bien avant 1830. Mais comme les colonisateurs veulent justifier ce qu'ils ont fait, parce que ce qui a été fait est un véritable système colonial raciste qui est venu en Algérie. À l'époque, c'était justement pour instaurer pour justement éliminer la civilisation algérienne, éliminer son histoire, alors que cette histoire citée par Faisal Sa a commencé bien avant la naissance du Jésus-Christ. Et en plus de ça, à travers l'histoire, lorsqu'on étudie l'histoire médiévale, on voit comment des villes comme Béjaïa, qui recelaient des universités d'une très grande réputation, a accueilli des étudiants venant d'Europe. Lorsque l'Europe était en train de chauffer avec du bois, ici, on avait déjà inventé l'astrolabe. Enfin, les Arabes étaient déjà, et l'Afrique du Nord était ultra développée. Il y a les écrits qui l'attestent, de plusieurs historiens qui l'attestent que la région était extrêmement développée. Mais justement, c'est pour amputer aux Algériens le droit d'avoir une histoire, comme s'ils sont venus avec l'idée de dire que les Gaulois étaient nos ancêtres. C'était ça qu'on a enseigné aux Algériens. On leur a dit que vous n'aviez pas d'histoire, alors que l'histoire de l'Algérie profonde et la déclaration du 1er novembre était dans ce sens-là, pour dire aux Algériens
aux Français, aux autorités coloniales et aux Algériens, qu'ils avaient une nation, qu'il fallait juste la récupérer et chasser le colonisateur qui a, franchement, c'est-à-dire fait ce que jamais n'a été fait dans un pays africain. Donc, pour la question de l'histoire, la rhétorique française, comme on dit, elle tire des plombs sur la comète, et ça ne sert à rien d'aller vers de ce discours-là. Et nous, Algériens, nous connaissons notre histoire, nous connaissons d'où nous venons, notre profondeur, contrairement à la France, qui n'a commencé à exister qu'à partir du 19e siècle, notamment lorsque les rois étaient en train de, ce qu'on appelle communément les rois feignants, donc qui ont géré la France à un moment donné de l'histoire. Et c'est ça qui, aujourd'hui, au lieu de s'occuper de leur France, c'est-à-dire de leur vraie histoire, oui, qui n'existe que depuis 2 siècles, l'Algérie existait bien avant. Effectivement, la situation au Sahel a également été passée en revue. On va y revenir. Badis, allez-y, vous voulez intervenir sur... Les rois feignants et sales aussi. Hein. Bon, je ferme la petite parenthèse. C'est quelque chose qui est pris par les Français eux-mêmes, qui le qualifient les rois feignants. Non, tout simplement, moi j'aimerais dire sur cette séquence, ce qui dérange aujourd'hui, ce qui a dérangé en cette visite, c'est pas tant la visite elle-même, ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne, ce qu'elle illustre. Ouais. Elle matérialise d'abord le cautionnement planétaire de l'Algérie, tant en tant que pays, État, souverain, et aussi en tant que puissance, puisque le président de la République l'a soulevé lors justement de son analyse de cette visite, où il avait évoqué la disponibilité de l'Algérie pour l'humanité. Ouais. Pour l'humanité, c'est-à-dire qu'elle est à disposition pour effectivement être ce facteur fiable, viable, pour reprendre les mots du président, pour revenir à ce rôle qui lui incombe et qui revient naturellement, à savoir être le bon interlocuteur, le bon intermédiaire dans que ce soit les équations de dialogue, puisque nous l'avons démontré. Et c'est ça ce qui dérange finalement, le dialogue universel, civilisationnel, au-delà de la profondeur civilisationnelle de l'Algérie qui a été évoquée. C'est aussi la capacité de l'Algérie à construire le présent et le futur avec l'autre. Parce que le pape, au-delà de que ce soit un chef religieux, c'est un chef d'État par entière. Donc il y a une vision géopolitique à construire dans laquelle le pape et le Vatican voient en Algérie ce levier, notamment facilitateur. Et puis, pourquoi ça dérange ? Tout bonnement parce que le pape, à travers cette visite, mais surtout post-visite, puisqu'il y a eu une conférence de presse où il a évoqué dans un passage très important à mes yeux, et à tous les Algériens, ils devraient être fiers, c'est de dire nous avons démontré au monde que l'Algérie est un pays pivot. L'Algérie est un point central, notamment, donc, que ce soit le dialogue, mais aussi dans la géopolitique. C'est très important. Et c'est ce qui a fait grincer des dents, plus que grincer des dents, fait réagir des fois des gens d'une manière très subjective, c'est-à-dire incohérente et complètement invraisemblable. Pourquoi aussi ? Parce que cela a cassé le narratif, a cassé le fond de commerce, notamment des médias Bolloré qui expliquaient fake news sur fake news, que la minorité de la persécution qui est, la minorité chrétienne qui est persécutée, oui, qu'on vit mal sa religion, et figurez-vous que la référence culturelle et religieuse et politique, notamment du Vatican et du monde chrétien, a dit le contraire. Donc c'est ça ce qui dérange aujourd'hui. Donc pour conclure, vous savez, l'Algérie agit et on laisse les commentaires pour les restes. Exactement. Pour ne pas dire autre chose, Badis Khnissa. La situation donc, au Sahel a également été passée en revue, notamment avec l'instabilité qui règne au Mali et les conséquences qu'elle peut avoir sur la région. Je vous propose d'écouter le président de la République. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. Ce n'était pas de la prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter parce que le Mali est entré dans une phase qui ne pouvait mener qu'à la déstabilisation. La voie de la raison, c'est de se retourner vers son peuple, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle, mais on peut la constitutionnaliser, on peut revenir. L'Algérie ne s'est jamais immiscée, ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. Certains éléments qui ont failli au niveau national essayent de trouver un chandelier. L'Algérie a toujours été le frère du Mali. قائد الحالي نتاع المالي السيد غويتا أنا نشهد له بلي عمره ما شتم الجزائر عمره ما كانش
ولكن اللي معاه شتموا الدبلوماسيين تاعنا، شتموا الجزائر، ما منين يهضر على لي سبونسور راهي معني على الجزائر، وهادو اللي داو المالي للهاويه. تجيب مرتزقه باش تقتل اولاد بلادك؟ اناكسبتابل. الجزائر ما دارت فيك الا الخير، وما دير الا الخير، والجزائر الميثاق تاعها يمنحها باش تتدخل في شؤون الغير، لان احنا ما نحبوش اللي يدخلنا في شؤوننا. باقي ما نفرضش عليك انا باش تتعامل معايا، انا لا احتاجتني راني هنا، ما تحتاجنيش الله يسمعنا الخير على بعضنا بعض، هذا هو سيتو. ما كانش اتصالات بين البلدين؟ غير مباشرة، غير مباشرة. من الأحداث هذه بصفة غير مباشرة نتبعوا فيها بدقة، ما عندنا فيها لا جمل ولا ناقة. Voilà, Omar Belhouchet, peut-être un commentaire sur ce que vous venez de regarder. Écoutez, le Mali a tout le temps été un grand pays, c'est un pays très vaste. Voir ce pays dans une telle situation, effectivement, à nos frontières, c'est extrêmement inquiétant. Il me semble qu'il y ait trop d'intervenants étrangers. C'est un pays qui, me semble-t-il, a perdu de sa souveraineté. Vous avez des Ukrainiens, on parle de Russes, on parle de Turcs, on parle des Émiratis qui ont déversé énormément d'argent au profit de mercenaires. Le Marzan également, les Marocains interviennent. Donc, c'est une situation qui est explosive et il est du devoir de la communauté internationale de lancer les appels pour laisser les Maliens résoudre leurs problèmes en essayant de trouver un peu les voies et les moyens pour une forme de conciliation entre Maliens. Le Mali, Omar, c'est le ventre mou du Sahel. C'est un pays qui a, pardon Kamel, c'est un pays qui a toujours connu des coups d'État militaires, des interventions des ingérences étrangères, parce qu'il faut rappeler que le Mali n'est pas un pays pauvre par rapport aux ressources naturelles, c'est un pays très riche, mais que la population malienne n'arrive pas à profiter de ces richesses, notamment au nord, dans la région de Kida, de Tessalit, etc. L'Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé, a toujours été là depuis 1962. Depuis son indépendance, l'Algérie, comme la grande sœur du Nord, a toujours contribué à trouver des solutions, à aider ce peuple, cet État, à trouver donc à sortir de certaines difficultés. Elle a toujours accompagné le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. L'Algérie a à plusieurs reprises rappelé qu'elle était là pour contribuer au développement, notamment les zones frontalières au nord du Mali. L'Algérie a parrainé au nom de la communauté internationale les accords de 2015. Ce n'étaient pas des accords donc maliens, des accords qui avaient permis quand même une certaine stabilisation, réintégration de certains groupes armés au sein de l'armée régulière, mais le pouvoir qui est né, le pouvoir de Assimi Goïta, a fait en sorte d'annuler cet accord sans aucune justification. C'était un pouvoir qui n'a pas vraiment ouvert des dialogues avec l'opposition, avec les partis opposants, notamment au nord, et qui n'a pas réellement renoncé l'économie ou le développement économique, parce que lorsque le pays est instable, il ne peut pas développer son économie. En plus de ça, et vous l'avez dit Omar, c'est qu'il y a beaucoup d'ingérence. La situation au Mali ressemble un peu, même si le contexte est différent, à la situation en Libye, où on empêche ce pays voisin aussi de l'Algérie de trouver une solution politique pour mettre fin à la crise qui dure depuis 2011. Et donc le Mali, avec ses ingérences étrangères, prend qu'aujourd'hui, le pays est au bord d'explosion, parce qu'il y a des groupes armés qui ont occupé des villes, qui s'approchent de la capitale. Et ça a permis à l'ancien colonisateur, la France, de lui dire, voilà, lorsqu'il y avait l'opération Serval et l'opération Barkhane, nous étions là, nous avons protégé le Mali contre les groupes terroristes, etc. Là, on n'est plus là, voilà qu'est-ce qu'il arrive. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que le rappel fait par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a dit que le Mali ne va pas déménager. De toute façon, il restera toujours son grand voisin du Sud. Et la solution ne sera qu'entre les Maliens, mais ça peut être avec l'aide des pays du voisinage, mais une solution politique à cette crise. Il y a un détail important cité par le président de la République lorsqu'il a dit « Ce qui s'est produit aujourd'hui, nous en avons mis en garde. Nous avons mis en garde contre cette situation. Nous l'avons dit depuis le début que le recours à la violence et le recours à la prise de pouvoir par la force allait conduire au chaos. » Et c'est ce qui s'est produit. Pourquoi? Parce que le régime actuel au Mali a décidé d'utiliser la force pour régler des problèmes politiques. D'abord, la question de l'accord d'Alger, qui était inclus
incluse dans la charte de transition de 2022, de décembre 2022, l'article dans le point numéro 11, il faisait référence à respect de l'accord d'Alger. Quand est-ce qu'il y a eu ce renonciation et ce détournement? C'est-à-dire ils l'ont totalement occulté, c'est lorsqu'ils ont pris par la force la région de Kidal, au nord, en novembre 2022, avec l'intervention de l'Africa Corps, où à l'époque c'était Wagner. Donc on voit aujourd'hui que la situation actuelle au nord, elle est révélatrice de la friction qui existe depuis des années. Les Algériens ont essayé depuis 1990, l'accord de 90, ensuite l'accord de 2006, et enfin l'accord de 2015. C'est justement pour calmer, pour arriver à trouver une solution. Et M. Tebboune a rappelé une chose, que l'accord de 2015 qui a été renié par l'autorité actuelle à Bamako, c'est que c'est un accord sous supervision, sous parapluie international, l'ONU et l'OUA. Donc ce n'est pas une affaire algéro-malienne, même s'il porte le nom d'accord d'Alger. Donc il y a une solution qui a été proposée aux Maliens, qui a été acceptée par toutes les factions qui étaient impliquées dans le conflit, dans la guerre civile au Mali. Et on voit aussi que les ingérences étrangères ont encouragé le pouvoir actuel à maintenir la force, c'est-à-dire le Maroc, les Émirats, financer les drones et tout pour continuer à maintenir par la force une situation inextricable qui s'est retournée contre eux. Unité du Mali. C'est ce que je retiens de l'allocution du président de la République, comme pour dire qu'effectivement, tout effondrement systémique aujourd'hui, puisque le Mali est passé d'une crise sécuritaire vers une crise systémique. Il peut s'inscrire dans le temps. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que, d'ailleurs, le président de la République a plus ou moins esquissé quelques solutions en disant effectivement, peut-être que la prise de pouvoir a été faite d'une manière anticonstitutionnelle, mais aller vers le peuple pour constitutionnaliser cette solution. Donc seul le peuple peut interagir, et d'ailleurs je reviens sur les accords d'Alger, mais pas que, c'est que le président de la République même a rappelé que l'Algérie est disposée, comme elle l'a fait depuis 1962, à interagir avec les pays amis, parce que ça, la sécurité d'un voisin comme le Mali, c'est la sécurité aussi de l'Algérie, donc c'est intrinsèquement lié. Comme il disait d'ailleurs à juste titre, que ni l'Algérie ni le Mali vont déménager, donc on a ces frontières, quoi qu'on en dise, et c'est pourquoi il y a cet attachement, cette volonté à vouloir accompagner un processus de paix, de réconciliation, mais surtout aussi une solution politique malo-malienne, dépourvue d'ingérence ou d'interférence quelconque, de quelque nature que ce soit. Et les accords d'Alger, c'est pourquoi, non seulement avec le consentement de l'ONU, de l'Union africaine, reste aujourd'hui de loin, de très loin, l'Union africaine reste de loin aujourd'hui la solution la plus pragmatique, la plus adaptée pour permettre un processus viable, un processus aussi, surtout, qui s'inscrit dans la durabilité. Et puis, je conclurai sur une analogie que j'ai soulevée, une analogie géopolitique et géosécuritaire. La semaine dernière, on a parlé de la Somalie et le Somaliland. Oui. Bon. Pour moi, il y a une analogie entre les deux pays. La première, c'est que la Somalie, elle, son effondrement, sa fragmentation aujourd'hui, elle est vécue de l'extérieur. C'est-à-dire il y a une reconnaissance de facto unilatérale de l'entité sioniste du Somaliland pour aller vers cette fragmentation de l'extérieur vers l'intérieur. Le Mali, c'est le miroir inversé justement de cette tentative de fragmentation. C'est-à-dire que le Mali, c'est de l'intérieur qu'il y a cet effondrement sécuritaire qui favorise la fragmentation et qui continue, ce régime en tout cas, à faire croire qu'il maintient un semblant d'ordre et un semblant de sécurité. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, on parle peut-être d'un blocus de certaines villes, notamment qui seront sous embargo. On parle de perte des territoires significative. Donc, c'est tout sauf une maîtrise ou un contrôle de territoire. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est cette perte de vitesse, cette fuite en avant aussi de cette junte qui essaye de trouver un bouc émissaire en Algérie. Sauf que l'Algérie, elle l'a démontré à maintes reprises, y compris aujourd'hui, par le biais du président de la République, elle est disposée de l'aveu de pays, ce que je disais tout à l'heure, que ce soit de l'AFRICOM ou du secrétaire d'État, notamment américain, comme quoi que la stabilité de la région passe par, encore une fois, l'accompagnement de l'Algérie, encore une fois, non pas sous
tutelle, mais plutôt comme accompagnateur désintéressé pour, encore une fois, une stabilité d'abord du Sahel, mais aussi, à travers le Sahel, c'est l'Afrique qui est en jeu. Merci, Au-dessus, Badis. par rapport On doit à ce que disait tout à l'heure très Faisal à rapidement, propos de la Kamal. France, à travers Barkhane et Serval, qu'il y avait une stabilité. Au contraire, les groupes armés... C'est ce que c'est-à-dire disaient les Français, Oui, hein. oui, oui. Les Français disaient ça, mais pour propagande. leur répondre, c'est durant leur présence de Barkhane et Serval qu'il y a eu énormément d'enlèvements et le paiement de rançon qui faisait entretenir les groupes armés. Merci, Kamal Mensari. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.